Et donc autour de la table, Jean-Philippe Cartier, salut Jean-Philippe, H8 Collection, Bruno Maisonnier, salut Bruno, Another Brain, et Luc Breton, salut Luc, Next Gen Entreprise. Luc, alors juste très vite, on va pas passer une heure là-dessus, mais c'est un truc super intéressant que j'ai appris hier. Je vous l'ai déjà raconté, je discute, alors notamment je discute de manière confidentielle avec les directeurs des risques, super intéressant. Et là, hier, les gars disent, ça y est, donc que veulent les comités d'audit aujourd'hui, les nouvelles exigences des comités d'audit? Ça y est, les RH, tiens Jean-Philippe, ça va te parler aussi d'ailleurs, les RH, les recrutements, tout ça, c'est devenu sujet critique pour l'entreprise. Donc, l'audit interne, le contrôle des risques, vous allez mauditer la RH. Et là, c'est choc de culture. C'est-à-dire que les gars débarquent comme ils débarquent face à des machines qui taillent des boulons, tu vois. Voilà, combien ça coûte, combien ça rapporte, le process, quels sont les... Et donc, ils demandent au RH, écrivez vos process, dites-moi ce que vous faites, comment vous vous êtes benchmarké, quels sont vos KPIs sur les recrutements, sur l'ensemble, sur la fidélisation, etc. Les mecs sont noyés. Les gars des RH n'ont pas ça, en fait. Ils restent, pour beaucoup d'entre eux, dans un truc totalement artisanal. Et toi, tu travailles là-dessus, c'est ça un peu le sujet? Nous, chez NextGen, on est 100% là-dessus. En fait, on utilise un outil qui est issu de la recherche en management française, qui est basé sur des théories de management qui datent, pour la petite histoire, de 75, Ackman et Holman, et qui travaille sur la confiance, les ressorts de la confiance et de la motivation au travail. Et on vient auditer des équipes avec cet outil. C'est un questionnaire que tu remplis, tu réponds à ce questionnaire en 20 minutes. Tous les membres d'une équipe répondent en 20 minutes. Et ça peigne 12 processus qui traversent, c'est universel, c'est un modèle universel, toutes les équipes du monde. Et ce qu'on a publié comme résultat de recherche, c'est que plus une équipe est alignée sur ces processus, plus elle est performante. Et on a la courbe de régression qui a été publiée dans ce papier. Et donc, on vient faire ça. Alors... Et tu peux mesurer, parce que leur grand sujet, c'est le taux de rétention, quoi. Leur grand sujet, c'est les gars qui se barrent, en fait. Voilà. C'est comment faire en sorte que le type comprend et qu'on va former en continu, puisque c'est ça le sujet, il ne nous quitte pas tous les 6 mois. Quoi. Alors, le gros sujet, c'est d'être capable de diagnostiquer, donc prendre une photo de où on part, où en est l'équipe, et puis ensuite de l'amener à progresser en fonction des problématiques à améliorer, et donc que l'équipe se sente actrice dans la définition de son plan d'action. Et donc, grâce à ça, on donne à la RH finalement le moyen de cranter une progression et surtout de dire où on est. Oui, et de pouvoir se comparer aux autres. Et de pouvoir se benchmarker en permanence. Donc on a fait ça, à l'heure où je te parle, sur plus d'1 millier d'équipes, ce qui a permis de faire cette publication de recherche. On est les seuls à faire ça, il n'y a pas d'équivalent. C'est made in France en plus, et ça permet vraiment de donner une capacité à rationaliser quelque chose, comme tu le disais, qui est aujourd'hui très irrationnel et qui peut être très artisanal en fait dans l'approche, ou pire, du B52, c'est-à-dire je suis la RH, je fais, tu sais, l'enquête, la fameuse enquête annuelle qui est présente dans tous les grands groupes, et puis ça me donne des résultats très macro, et puis en fonction de ces résultats très macro, je me dis à la RH, bon ok, il faut insister sur tel sujet. Par exemple, je vais déployer le feedback en mode B52, tout le monde va se former à ça, ou comment être efficace en réunion, ou je ne sais pas quoi, et j'y vais. Et ça, c'est totalement inefficace. En plus, tu absorbes la formation, elle est obligatoire. Hein, c'est ça. Alors qu'il faut une individualisation. Le seul KPI que tu vas cocher, c'est que les gars aient fait la formation, et à la fin, ils vont être un peu forcés de le faire, donc ils vont le prendre comme tel. Et puis, à la fin, ils auront résolu peut-être un problème une fois sur X, mais souvent inutile parce que soit ils faisaient déjà ou soit c'était pas le sujet pour cette équipe-là, et tu passes complètement à côté de l'essentiel. Donc c'est quelque chose qu'il faut personnaliser, qu'il faut cranter, mesurer, et qu'il faut suivre dans la durée, et donc rationaliser ça, c'est un grand enjeu. Et on est effectivement là-dessus aujourd'hui, et on cartonne avec ça parce que ça répond à un besoin d'appréhender maintenant cette chose-là de manière mesurable. Le truc, c'est qu'il y avait, Jean-Philippe, il y avait tous les secteurs. Hein. Je sais que toi, hôtellerie-restauration, voilà. Mais il y avait tous les secteurs. Tous les secteurs. Toi, t'es un peu... Ouais, t'es dedans aussi, Bruno? Je suis pas concerné. Non, oui, voilà, c'est ça. Toi, t'es pas concerné. T'es sexy en lui-même. Voilà, et on a une toute petite équipe, donc de toute façon, marginalement, on trouve. Mais je sais que le domaine est concerné. Mais il y avait tous les secteurs. Et le truc, je finis avec ça, c'est que ça a été encore plus grande surprise. Toi, tu disais, attendre du comité d'audit, le carbone, la RSE, etc. Oui, c'est ça. Non. La dimension... Non, c'est pas audité. La dimension humaine est au moins aussi importante que la dimension environnementale. Moi, je pense même plus, évidemment. Non, mais c'est le début truc, c'est le carbone. C'est l'enfance de l'art.
Le carbone aujourd'hui, c'est proclamé, c'est pas audité. Alors oui, dans les boîtes hyper exposées, tu vois, mais sinon, en fait, ça passe encore comme une lettre à la poste. Bon, Jean-Philippe. Salut. Le meilleur connaisseur de Bruno Le Maire. Alors, je te laisse cette... il a failli passer à la casserole ou pas? Je crois pas, non. Bon, je le dis très vite, la presse unanime raconte que dans la dernière semaine, si Julien de Normandie avait voulu prendre Bercy, il prenait Bercy et Bruno Le Maire, c'était au revoir. Je peux pas, évidemment, j'ai échangé avec lui, mais je crois que c'est simple. Je crois que Bruno Le Maire, il souhaitait rester à Bercy. Ouais. Donc, comme il a fait 5 ans à Bercy, je crois que tout le monde sait que c'est un record. Je pense que personne ne lui reproche son quinquennat au ministère de l'économie. Il avait une idée précise, c'est de rester à Bercy. Ça veut dire, est-ce qu'il y a eu des discussions à un moment donné pour qu'il aille ailleurs? Possible. Ouais, d'accord. Quand on remanie et quand on évolue après un quinquennat de 5 ans de Macron, j'imagine bien qu'il y a eu des discussions, on lui a proposé autre chose. Lui étant très arrêté sur son idée, il est très à l'aise à Bercy. Il dit, et juste pour que tu comprennes bien, il considère que même un ministre expérimenté comme il a fallu 2 ans pour qu'il maîtrise parfaitement le navire de Bercy. Donc il considérait, et je suis complètement aligné avec ce point, qu'après 2 ans de compréhension, de savoir où il y avait les clés, où il y avait la caisse, où on pouvait aller pour avoir un oui ou pour avoir un non, et pas se retrouver pieds et mains liés par un système qui est quand même très technocratique et qui bloque pas mal de choses, ben, il pense que c'était sa meilleure utilité était de rester à Bercy. Sinon, il avait d'autres projets, je peux t'en parler, puisqu'on en avait déjà parlé, donc il était assez à l'aise. Il avait d'autres projets de vie qui étaient déjà échangés et discutés pour aller dans une forme d'action toujours utile. Donc lui, son souhait au gouvernement, c'était de rester à Bercy. Donc évidemment, j'imagine que d'autres gens avaient envie d'aller à Bercy. Mais je crois que tu as bien constaté qu'il est resté à Bercy. Ouais, non, mais... Et très franchement, alors c'est vrai qu'on discute ensemble autour de Le Maire depuis des années. Et j'avoue, Jean-Philippe, mais je l'ai déjà dit, que mon avis a radicalement changé sur le bonhomme, mais vraiment radicalement. Et que j'aurais trouvé... mais complètement dingue quand on voit ce qu'il y a devant nous, parce qu'il faut voir ce qu'il y a devant nous. J'aurais trouvé complètement dingue qu'on mette un perdreau de l'année à Bercy. Enfin, je suis complètement aligné. Je pense que le président est sans politiser. Je pense qu'il a compris le point et il a non seulement conforté Bruno Le Maire et puis il lui a donné, voilà, il l'a quand même nommé numéro 2 du gouvernement. Ah bah là, c'est quand même un peu une nouveauté pour un ministre de l'économie et des finances. Ouais. Donc je pense clairement qu'il est plutôt conforté. Donc ceux qui disent qu'il y a eu des discussions jusqu'à la dernière minute, je pense que tu n'arrives pas là en discutant le vendredi à 9h du matin, je crois pas. Je pense que c'était très clair dans sa tête, et en tous les cas il est là, et bien là, et moi en tant qu'entrepreneur, et je pense que tu le soulignes, je pense c'est extrêmement logique d'avoir gardé Le Maire à Bercy. Pour moi c'est une évidence et c'est dans l'intérêt de nos concitoyens entrepreneurs et de manière plus générale de notre pays. Bruno, je te voyais approuver sur l'idée, le maintien. Alors, on le disait lundi, le record c'est Colbert, si il a ça en tête, 18 ans, voilà. Alors, je ne vais pas te mentir qu'il me l'a déjà dit. voilà. Mais Giscard... J'ai moins de culture que lui, mais je connaissais Colbert, mais il m'a dit, c'est depuis Colbert, oui, je sais. Giscard, c'est 9 ans. Voilà. Mais en 2 fois, voilà. Et c'est les Échos qui nous ont appris ça lundi. J'ai 3 trucs. D'abord, je trouve qu'il est bon, et il fait du boulot, il fait son boulot, il est bien. Après, je mesure tellement pour tous les nouveaux ministres qui arrivent, comme ça doit être compliqué de prendre les manettes. N'importe quel ministre nouveau qui arrive n'est pas efficace avant 1 an, 2 ans. Quoi. Donc je veux dire, je trouve ça très bien qu'il reste, que des ministres restent, qu'il y ait cette continuité. Ah, puis il faut dire... Attends, tu voulais ajouter un truc, Bruno ? J'ai une interrogation, par contre, sur la différence d'approche entre un sujet qui me concerne, qui nous concerne, qui est France 2030, que Macron avait lancé sur une espèce de logique de dire, allez, on va mettre de l'argent sur la table, on va investir sur les nouvelles technologies, parce qu'il faut qu'on tire. Pour ça, on va prendre des paris. Et donc, on va changer un peu de process pour prendre des paris. Mais c'est Bonnel, ça, qui s'en occupe. Alors, le gouvernement a nommé Bonnel pour faire ça, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de discussions, d'échanges avec Bercy, ce qui est normal, et il semble qu'on soit en train de s'orienter vers la logique de Bercy, c'est-à-dire, on va prendre des paris, mais on va bien rationaliser chacune des étapes, etc. Tu le vois dans ton secteur, ça, là, Bruno ? Ouais, ça veut dire que, est-ce qu'on va vraiment prendre des paris, enfin, au bout du bout ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de dénaturer complètement et qu'il n'y a pas une reprise sous contrôle ? Je peux te répondre sans faire, je suis pas au ministère, mais je pense que l'idée de France 2030 est complètement conservée. Il y a beaucoup d'ambition, sauf que ça rationalise, parce que le Covid a coûté quand même cher, et qu'il est normal de faire un peu les comptes sur un certain nombre de choses. Mais je pense quand même que... Je ne crois pas, Jean-Philippe. Au niveau des médias, au niveau de plein de choses, au niveau d'une approche globale de là où on veut aller vers 2030, je pense qu'il y a quand même une part d'investissement colossale qui va être mise dans ce projet. Ouais. Oui, mais je pense que la logique de prendre des paris
Elle est un peu passée à la trappe. C'est possible. Tiens, d'ailleurs, conseil de lecture, comme je sais que vous aimez ça, petit bouquin d'Eli Cohen, assez récent sur la réindustrialisation, où il regarde un petit peu comment ça s'est passé, et notamment aux États-Unis, cette fameuse DARPA, mais aussi la France des années 60. Parce qu'on dit, mais la planification, ça marche, regardez la France des années 60. Ce que raconte Cohen, qui est passionnant, c'est que les mecs, en fait, c'est effectivement une petite structure, et que les types, en fait, vont bazarder tous les choix qu'ils ont faits, qu'ils ont commencé à faire, tous les choix français. Sur le nucléaire, finalement, on va prendre une techno américaine. Sur les fusées, alors je m'en souviens plus, mais finalement, c'est pas la techno de départ qu'on va prendre. Sur le train, c'est pas la techno de départ qu'on va prendre, etc. Et pour faire ça, il faut une autonomie totale, absolument totale, être totalement débarrassé des choix politiques. Et là, France 2030 l'est pas. Là, je suis en train de repartir dans l'autre direction. Parce que tu as raison, les mecs veulent récupérer un peu de pognon. Ouh, il y a du pognon qui dort, là, machin, on va le filer à des cinglés qui ont parfois les cheveux verts comme Maisonnier. Non. Il y a des arbitrages peut-être à faire, mais juste pour finaliser sur ton point, Bruno Le Maire, je pense que, je l'ai dit souvent, mais c'est vraiment l'entrepreneur qui parle. On a rarement été autant écoutés depuis qu'on est tous entrepreneurs autour de la table. Rarement. Donc c'est miraculeux. Alors, il y aura peut-être des discussions sur France 2030 et je pense que ça sera le premier à te recevoir et d'écouter parce qu'il est vraiment comme ça. Et il a vraiment pris la mesure. Il est vraiment dans le job. Donc nous, c'était... Allez, va lui parler. Faites un truc, là, pour aller... il faut faire ça. Ouais. Sinon, dans ce que tu as dit... Attends, vas-y, Luc. Que je voulais dire. Alors, vas-y, je te redonne la parole après. Vas-y, Luc, comment tu vois le truc ? Il y a du management dans l'histoire. Non, parce que la question subsidiaire, tiens, c'est à toi que je vais la poser. À partir du moment où il a mis le maire là où il est, avec effectivement le périmètre qu'il a, avec une première ministre qui a sans doute beaucoup de qualités, mais qui ne va pas avoir un poids politique comparable. Il en a pour combien de temps, Macron, avant de voir le maire commencer à regarder l'entrée de l'Élysée pour voir comment il... Mais j'en suis déjà là, c'est humain, quoi. Oui, tu sais, il y a tellement de choses qui vont se passer dans les 2 ans que, très objectivement, il y a quand même pas mal de problèmes. Enfin, il y a 2-3 choses à voir venir, entre l'inflation, les problématiques, l'après-Covid. Moi, je crois qu'il l'a déjà... Mais bon, mais que Bruno Le Maire ait envie d'être président de la République, c'est un scoop pour personne. Bon, et... c'est pas... L'histoire de la 5e, alors d'habitude, c'est avec le Premier ministre. Et tu sais, quand on prévoit quelque chose en politique, ça se passe jamais. Donc certes. Mais peut-être pas l'anticiper. Luc. Enfin, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle qui reste pour les raisons qui ont déjà été évoquées. Ensuite, il y aura probablement des remaniements plus tard, et donc tout n'est pas joué aujourd'hui. Il ne faut pas se cantonner à la photo qu'on a aujourd'hui. Il y a déjà les législatives à passer. Après, moi, l'autre bonne nouvelle que je perçois dans ce gouvernement, peut-être que vous ne l'avez pas vu passer comme ça, mais c'est quand même qu'Elisabeth Borne, c'est une ingénieure. C'est ça dont j'allais parler. Et donc avoir une Premier ministre ingénieure, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est jamais arrivé. Le précédent ingénieur qui était au niveau Premier ministre ou au-delà, c'était VGE, Valéry Giscard d'Estaing. C'est quand même les deux seuls à ce niveau-là dans la Ve République. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Alors évidemment, je ne suis pas fasciné par la Chine, mais en Chine, par exemple, 2/3 du gouvernement sont des ingénieurs. Angela Merkel était ingénieure. Je sais pas. Non, mais c'est un super exemple parce que tu connais la phrase de Dassault. Les 3 manières de se ruiner, les femmes, le jeu, mais la plus sûre, ça reste les ingénieurs. Voilà. Je l'avais pas, celle-là. Elle est magnifique. oui. Dassault au père. Voilà. Mais la politique zéro Covid, je ne savais pas. La politique zéro Covid des Chinois, là, c'est vraiment un truc d'ingénieur, ça. C'est vraiment un truc d'ingénieur où tu te dis, mais si, ça va rentrer dans les cases, etc. Ça rentre pas. Je pense que les experts en santé ne sont pas des ingénieurs, pour le coup. On peut mettre sur le dos des ingénieurs des problèmes technologiques, mais sur la santé, je pense qu'on n'est pas tellement concerné. La santé n'est pas un sujet... en tout cas, les décisions médicales ne sont pas un sujet d'ingénieur. Ça, je pense. Non, les décisions d'organisation. On peut pas avoir autour des décisions médicales. Après, je pense quand même qu'en matière de technologie, la Chine, c'est quand même en train de devenir la première puissance du monde, qu'on le veuille ou non. Même les États-Unis. Reviens sur Elisabeth Borne. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Et moi, je suis rassuré de voir des ingénieurs arriver aux plus hautes responsabilités. Je pense qu'on a un problème d'angle mort sur la stratégie industrielle. J'ai déjà évoqué sur ce plateau plusieurs fois, en matière de numérique et de technologie qui aujourd'hui génèrent la valeur du monde. Je fais un raccourci, mais enfin, passez-le moi, mais la valeur du monde, elle est générée par la techno aujourd'hui. Et si on n'a pas des gens issus de cette filière scientifique, mathématique, physique, au plus haut niveau de l'État, on est totalement
on est en cécité, quoi. On voit pas ce qui se passe, on voit pas les enjeux, on comprend pas surtout les enjeux du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc c'est plus important parce que je vois la French Tech qui demande un ministère, moi les bras m'en tombent. Je vois le monde du numérique qui dit ah mon Dieu on n'a pas de ministère, etc. Alors, c'est plus important d'avoir un ingénieur Premier ministre. Il n'y a pas de ministre du tourisme. Alors, mais ça j'allais y venir pour toi. 10% du PIB, alors le Premier ministre ingénieur, je pense que c'est une très bonne chose. Et ensuite d'avoir ajouté les termes de souveraineté dans un certain nombre de ministères, dont celui de Bruno Le Maire sur la souveraineté numérique, ça me semble extrêmement important parce que là on affiche clairement les choses. Il va y avoir un sujet de souveraineté numérique à mettre en œuvre. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore assez loin. Je pense que sur le premier quinquennat, on a pris position sur le sujet, on a bien compris, on a commencé à s'aligner. Maintenant, il faut réaliser. Il faut ouvrir, je l'ai dit plusieurs fois, au moins 50% de la dépense publique vers des acteurs IT français et européens, et puis permettre aussi aux services... mais à l'économie privée de le faire. Si tu dis ça, je ne veux pas aller sur ce terrain-là, parce que, mais enfin quand même, moi c'est un truc, ça aurait été peut-être mieux que le ministère de l'Éducation nationale soit un prof de maths, non quand même? Alors sur le non, juste cette question-là, c'est un vrai, tu vois, praticien je suis d'accord avec des maths, des ingénieurs, je pense que le niveau en maths et la capacité à former des gens bien instruits en maths est catastrophique dans ce pays. C'était pas le cas il y a quelques années. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est une filière de tête. Moi, je suis entièrement d'accord. Génial. Devrait être promu. Génial, un ingénieur Premier ministre, c'est génial. Mais vous êtes sûr ça? Parce que Angela Merkel aussi est une scientifique. On regarde le bilan 10 ans après, quoi. Oui, mais ça fait pas tout. Mais regarde, on a besoin d'avoir des gens qui comprennent un peu, qui comprennent plus que juste politiquement. Après, le truc le plus important pour le moyen terme, c'est quand même que l'éducation nationale produise les ingénieurs du futur. Des ingénieurs du futur, enfin des gens de bon niveau. Quoi. Tout part de là. Et là, pour le moment, on n'est pas sûr qu'on aille dans la bonne direction. Souveraineté, alors quand même, les gars, moi, je suis frappé d'une chose, donc... Oui, non, tu disais, on n'a pas de ministère du tourisme et tout. Non, tu parles du ministère du... Oui, moi, je mais... ne demande absolument pas le ministère du tourisme. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc... Normalement, il y a un truc PME, artisanat, tourisme. Je pense que tu l'auras après. Non, mais je pense que le ministère de l'économie, tu parlais avec la souveraineté, est en charge de ces... Il fait les mêmes réunions que fera le ministère du tourisme. Ouais, mais ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, mais ça a été bien géré, très objectivement. On a tous été considérés comme il le fallait, comme si on avait une filière. Enfin, Jean-Baptiste Lemoyne a fait le job, mais c'était chapeauté par le ministère de l'économie. Voilà, donc... je considère... Tu vas avoir un secrétaire d'État qui va quand même s'occuper de ça. Moi, je pense. C'était pour rebondir sur la French Tech. Sur la French Tech. Oui, la French Tech. Enfin, je sais pas. T'as pas besoin d'un ministre pour le. Si, pour l'économie numérique, tu as besoin d'un ministre pour l'économie numérique. Oui, pour les enjeux de souveraineté. Le sujet, c'est pas d'avoir un ministre ou pas, c'est qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est prioritaire ou pas? Voilà, c'est écrit sur le fronton du ministère de Bruno Le Maire. Donc pour moi, c'est une obligation à être efficace. Je n'ai pas besoin d'un secrétaire d'État s'il est sur un strapontin et qu'au final, sa voix ne compte pas. Je préfère avoir 10% du temps de Le Maire. Je comprends. Pour faire des choses plutôt que 100% de quelqu'un qui de toute façon n'a pas le chapitre. Parfait. Complètement parfait. Pouvoir d'achat, comment vous regardez ça, Jean-Philippe? Pour le coup, le secteur, toi... Comment je regarde ça, c'est-à-dire sur... Eh bien, alors, donc c'est intéressant. On va avoir, il y a deux choses. C'est large comme question. Ouais, c'est large, t'as raison. Pouvoir d'achat. Vous avez 2 heures. Il y a deux choses. La première chose, c'est donc, le maire dit, donc il va y avoir un projet de loi, machin, etc. et tout, mais il faut que l'effort soit équitablement partagé. Et là, je regarde ce que raconte la CPME, je trouve ça super intéressant. Donc la CPME dit les hausses de salaire à un moment vont devenir dangereuses, on entretient le phénomène d'inflation, donc donnez-nous, mais alors une défiscalisation, désocialisation totale des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires en mode prime Macron. C'est-à-dire, il faut vraiment que ça ne coûte rien, etc. Et tout. La prime Macron versable en plusieurs fois, comme on pourrait le faire. Bref, des dispositifs comme ça qui ne sont pas de l'argent public, parce qu'on va en parler, c'est quand même important, restent de l'argent de la boîte, mais peuvent être distribués beaucoup plus facilement. Et... T'as peut-être envie de... Vas-y, non. Non, moi j'ai une... Enfin, là, je vais répondre purement de mon ressenti d'entrepreneur. C'est toi qui as le plus de salariés, Lucas. Tous les jours. Déjà, il faut sortir des... faut juste essayer de regarder le day-to-day, ce qu'on voit tous les jours avec ses collaborateurs. Il y a un problème profond et puissant de pouvoir d'achat. Celui qui ne l'a pas compris, il est complètement décorrélé. Il est vrai surtout, je te donne un exemple tout con, dans une de nos grosses affaires de restauration, il y a 3 menus
3 plats qui n'existent plus. Je fais la remarque au patron qui le gère, il me dit parce qu'on ne peut plus acheter tel produit, parce que sinon il faudrait vendre le truc 30 balles de plus. Il y a vraiment, c'est plein de petites choses les unes mises bout à bout, mais qui sont en train vraiment de changer à coût de 7%, de 8%, 10%. J'ai un énorme projet dans le sud de la France, tu vas comprendre, mais pardon, ça vaut la peine. J'ai quand même un conducteur général de travaux qui m'a rendu les clés en me disant, ce quartier, je ne sais pas si c'est 15, c'est 22, si c'est 25 millions dans un an. Donc je sais qu'on va se fâcher, je ne peux pas assumer, merci, au revoir. Qui m'a planté comme ça. Voilà, c'est nouveau ça, à ce point-là, parce qu'on ne sait pas si il est incapable de dire un mec bien sérieux avec qui je travaille, qui m'a dit je ne sais pas, je connais votre caractère, je suis incapable à 10-15% près de m'aligner. Non, mais on doit quand même cadrer un minimum, tu vois. Il est impossible de cadrer, il a préféré poser les clés et dire je m'en vais de ce chantier-là. Donc il y a un vrai sujet. Quand on revient au personnel, aux gens qui travaillent pour nous, il y a un problème de pouvoir d'achat profond. Nous, les entreprises, alors ces PME ou les augmentations de salaire, je pense qu'il y a des secteurs qui peuvent augmenter les salaires. Alors après, nous, on voit ça, comme tu le discutes toi, de manière macro. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs qui peuvent augmenter les salaires. Je pense que dans les secteurs de la restauration qui fonctionnent bien, nous, on a des affaires à 10, 15 millions d'euros de restauration. Ce pas des petites affaires. Des affaires d'hôtellerie qui fonctionnent bien, je pense. Moi, j'ai fait quelques télés. Mais vous l'avez déjà fait. Non, mais on est en train de le faire. Sur des salaires minimales, c'est en train d'opérer. Je ne suis pas sûr que 70 ou 80 euros vont changer, mais je pense que c'est aussi, je le dis, en tant qu'entrepreneur, de notre responsabilité. On augmente nos tarifs, puisqu'on a des coûts qui sont un petit peu plus élevés, on les augmente correctement. Nos marges d'EBITDA restent cohérentes, en tout cas c'est ce que je vois sur une année comme celle-ci, donc je pense aussi que c'est notre responsabilité. Après, tout ce qui va dans le sens, qu'est-ce qui n'a jamais bougé? Parce qu'on oublie tout le temps, mais l'impôt sur les sociétés, on arrive cette année, je faisais mes bilans, tu sais que j'en ai pas plus tard qu'en vendredi dernier, et enfin on est au 25% d'IS, on oublie de le dire, mais ça fait 20 ans que moi je rêve qu'on soit à 25, on y est. Il me dit alors il a vraiment fait? Oui, c'est 25 cette année. Je dis, ah bon, on n'a même pas stagné à 27,5, non 25. Il y a un truc qui reste une problématique, mais on ne peut pas tout avoir et sur lequel on se défend, c'est le coût du travail. On peut en parler 1000 fois, on en a parlé 50 000 fois, c'est le coût du travail. Moi, j'aime bien l'idée des heures supplémentaires. J'adore tout ce qui fait... C'est quoi pour moi les heures supplémentaires? Je le dis mal, je le dis très avec des mots d'entrepreneur. C'est le fait de payer mieux les gens. Et tu sais, il y a des gens qui restent 2 heures de plus au bureau, ils ne le déclarent pas. Mais exactement. Donc c'est pas... Non, mais c'est tout à fait ça. C'est le fait de pouvoir payer mieux les gens. Un peu de con, de dire je lui ai mis 4 heures. Il y a des mecs qui vont au bureau, ils bossent, et puis tu as envie de leur donner 1000 balles de plus parce qu'ils ont travaillé, qu'ils sont derrière toi à 200%. Bon, si c'est 1000 balles, ils sont totalement déchargés, c'est mieux. Je suis 100% aligné. Par contre, je considère que sur une partie de ma salariale, peut-être des plus bas salaires, qui nous permettent d'augmenter les gens, plutôt que de parler que, et je finis là-dessus, mais des heures sup, je pense qu'il faudrait qu'on travaille aussi sur le coût du travail. Si on arrivait à gagner 10, 15, je ne demande même pas, juste 10, 15, 20%, qu'on puisse vraiment, en nous obligeant, le réallouer à l'emploi, au salaire, on gagnera un temps. On ne ferait pas du micmac entre celui à qui on veut donner une prime, celui à qui on ne veut pas, celui qui a fait des vraies heures sup, des fausses heures sup. Permettons aux gens, imposons les gens, et on en revient. Je ne fais pas de mélange tonique. Tu fais un deuxième CICE. Non, mais tu fais un deuxième CICE. Je suis complètement aligné, moi, là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un problème sur les salaires, je pense, et je suis complètement... Mais tu peux pas... en face, tu sais quel est le déficit de la Sécu post-Covid. Oui, mais je ne vais pas te faire un programme politique. L'argent, on peut le chercher sur d'autres endroits. Je suis en train de t'expliquer le coût du travail. Tout le monde le sait autour de la table, ce que tu payes 3, ça coûte 6. Bon, voilà, il y a une équation qui ne va pas. L'argent, on peut notamment aller le chercher sur la réforme des retraites, mais visiblement, ça n'aura pas lieu. Mais si... Écoutez, ils n'en parlent pas maintenant, parce qu'il ne faut pas en parler maintenant. Ah ouais, tu vois les trucs comme ça, Bruno. Vas-y. Moi, j'y crois plus, là. Moi, depuis le début, je dis roi fainéant. J'ai aucune information de la part de personne, etc. C'est juste mon feeling. Mon feeling, c'est que ce n'est pas le moment d'agiter le chiffon rouge, mais que c'est tellement essentiel pour toute la suite que ça sera fait après. Je pense qu'il a vraiment dans les cartons de le faire. D'accord. Vraiment. Après, peut-être que l'été lui donnera tort. Mais... Luc. Non, je cherche, parce que je l'ai noté là, pour vous, la phrase de M. Dussopt, là, récente, là. Ça fait pas genre on va le faire demain, quoi. Mais voilà, je vais la retrouver. Pas la peine de s'énerver avant les législatives. Non, politiquement parlant, ça serait pas méga logique. Moi, je trouve ça dingue. Je me souviens que Bruno a parlé d'un potentiel. À un moment donné, ça n'a pas été la sortie la plus. Il a eu le défaut de l'honnêteté. Il a dit s'il faut passer à un moment donné par un 49.3, personne ne peut vous dire ici que c'est impossible qu'il y ait un 49.3. Il l'a dit de manière la plus honnête, transparente. Ça a fait un tollé pendant 8 jours. Oui, mais enfin. Ça a été honnête de dire. Au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, ayant clairement affiché la couleur à 65 ans, est arrivé en tête, que je sache. C'est quand même une légitimité qui devrait lui permettre d'avancer, surtout quand on sait, encore une fois, ce qui arrive devant nous. S'il ne le fait pas il est arrivé en tête, c'était une élection encore particulière. Je pense qu'on peut tous Donc, ce sera au mois de septembre ou au mois d'octobre, nous a dit M. Dussopt, avec un calendrier qui devra tenir compte de la négociation, de la concertation et de la formalisation d'un accord. Emballé, c'est pesé. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans ? Qu'on n'en verra jamais le jour. Écoute, rendez-vous au mois de septembre, octobre.
On verra. Parce qu'au Je mois de pense pas. septembre-octobre, on sera dans Il va une y situation avoir, encore plus Ah, grave, bah ça, c'est... sérieusement dégradée, et que là, ce sera plus possible. S'il y a une récession, plus la guerre qui continue, les problèmes d'alimentation, de restrictions sur le blé, l'énergie, ça va être très très complexe. Hein. Mais tu ne peux que le comprendre. Enfin, je veux dire, objectivement... Non, moi je l'aurais fait là maintenant. Oui. Bon, clac. Si ça passe pas en début de mandat, je pense que dans un an c'est mort. Hein. C'est courageux ce que tu dis. Non, mais c'est pas non, courageux. mais c'est courageux de. Je sais pas. Non, mais d'y arriver le 15 mai. J'ai pas à le faire. J'ai pas à le faire. Ça aurait été courageux qu'il le fasse. C'est comme ça qu'on va dire. Mais je pense qu'il y a tellement je suis 100% aligné. Il y a tellement de sujets. Moi, je parlais. Je ne vais pas faire de même. Enfin bon, peu importe. Mais il y a des vrais sujets quand même. Oui, mais il y a des sujets à venir importants. Tous vont se renforcer. Oui. Hier, interview passionnante d'un spécialiste des matières premières alimentaires. On n'a encore rien vu. Oui. Et puis c'est écrit. L'alimentaire, c'est comme la démographie. Ce qui pousse pas, ça va pas pousser, quoi. Voilà. Donc c'est écrit. Ça pousse pas dans la nuit. Donc voilà, exactement. Il faut récolter. Exactement. Mais pour moi, la réforme des retraites, c'est une façon de regagner un peu de liberté et de respiration financière, budgétaire, pour être capable de réinvestir ici. Mais bien sûr. Il faut le faire. Je crois que on est tous d'accord. Et c'est la seule façon de le faire. Mais bien sûr. On est tous d'accord là-dessus. Après, il y a un autre sujet. Moi, j'espère qu'il va bouger avec ce nouveau mandat. C'est la dépense publique. Moi, ça a été une de mes grandes frustrations sur le premier. Je pense que le sujet n'a juste pas été adressé. Tu sais quoi, Luc ? Attends. Marque une pause et on parle de la dépense publique juste après, justement, on va pouvoir parler largement.